Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Studio W, une émission que nous consacrons ce matin aux enjeux d'image et de branding dans les espaces de travail. Avec cette question, faut-il vraiment rendre les bureaux Instagrammables? Alors une question volontairement un peu provocante et qui ferait sans doute bondir n'importe quel architecte ou aménageur. Et pourtant, depuis quelques années, il faut bien le constater, les photos de bureaux s'affichent largement et fièrement sur les réseaux sociaux. Ambiance cosy, mobilier design, aménagement de plus en plus inspiré des codes de l'hôtellerie. L'image semble bel et bien s'imposer comme un critère d'attractivité et aussi comme un élément clé de la marque employeur. Mais au-delà de ces deux aspects, que nous dit vraiment cette tendance de l'évolution de l'environnement de travail et que nous dit-elle plus fondamentalement de l'évolution du travail lui-même? On en parle dans un instant avec nos quatre invités. Avec nous autour de la table ce matin, Marvin Douard, bonjour et bienvenue. Bonjour Bastien. Alors vous êtes directeur général de 3DS Group. Votre entreprise est spécialisée notamment dans la conception et le déploiement de solutions de signalétique et de communication visuelle. Alors autant dire que vous êtes en première ligne face à ces transformations de l'esthétique et des codes dans les bureaux. On en reparlera évidemment très rapidement. Joël Larousse, bienvenue également. Vous êtes actuellement responsable des ressources au sein de la fondation USDT. Alors USDT, ça veut dire Une santé durable pour tous. Je ne l'ai pas fait en anglais. Voilà, une fondation qui parle principalement de problématiques liées à la santé, l'hygiène, c'est ça, dans le monde. Vous êtes également connu de notre audience pour avoir occupé pendant plus de 10 ans des fonctions de responsabilité au sein de la direction de l'environnement de travail de la SNCF. Et puis en 2023, vous avez publié avec Paul Pietira et Ken Dupont un ouvrage intitulé Le bureau demain, réinventer les espaces, réinventer la collaboration aux éditions du Nou. Damien Perrault, autour de la table également, vous êtes directeur du design, des services techniques et de l'innovation chez Accor. Alors, quelques chiffres quand même pour resituer aujourd'hui Accor, c'est 330 000 salariés, 45 marques hôtelières, 4 500 hôtels et plus de 10 000 bars-restaurants, tout ça dans 110 pays. Alors, évidemment, avec vous, on reviendra notamment sur cette notion d'expérience utilisateur ou expérience client, mais surtout aussi sur l'engouement actuel qu'on constate pour les codes de l'hôtellerie dans l'univers du bureau. Enfin, à vos côtés, Mathieu Lefranc. Alors, vous êtes autour de la table avec une double casquette puisque vous êtes doctorant en sociologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où vous travaillez notamment sur la dynamique de conception dans l'immobilier tertiaire. Mais vous êtes aussi architecte chargé de projets au sein d'un conseil en environnement de travail bien connu, Génie des lieux, by Watt. Absolument. Alors, je vous propose, messieurs, déjà d'évoquer avec vous très rapidement un rapport, un baromètre qui a été publié en novembre 2024 par Paris Workplace, avec ce titre « Quand l'esthétique prend le pouvoir ». Parmi les points clés avancés dans cette enquête, qui était un sondage réalisé auprès des salariés franciliens, il y avait cette idée que la beauté des espaces de travail aurait un impact sur le bien-être, la performance et l'attachement des salariés à leur entreprise. On reviendra évidemment sur cette idée, enfin sur ces idées, mais peut-être avant un tour de table rapide. Est-ce que, selon vous, on assiste effectivement aujourd'hui à un mouvement qu'on pourrait appeler d'esthétisation des espaces de travail? Joël Larousse, peut-être déjà sur ce point un peu général. Il y a toujours eu une recherche d'avoir des espaces de travail qui étaient plus ou moins esthétiques. En revanche, ce qui est tout à fait nouveau, c'est des espaces de travail dont l'esthétique ne correspond plus du tout à l'usage. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le lien que l'esthétique a avec l'usage. Et ça, c'est un signal parce que ça veut dire que dans la relation entre les espaces et le travail, peut-être que l'image cache le travail. Et en ce sens, il y a une esthétisation qui pose une question.
et qui demandent des réponses pour un meilleur emploi de l'esthétique, tout simplement, quitte à faire beau, autant que ce soit également intégré à la vie et au travail. Marvin Douar. Nous, on le voit au quotidien. La société a été créée en 98. Le lot signalétique, puisqu'il était appelé uniquement comme ça à l'époque, était rattaché au lot peinture dans les appels d'offres. Aujourd'hui, c'est plus le lot signalétique, c'est le lot signalétique, vitrophonie, enseigne, branding architectural, et surtout, c'est un lot à part. Donc, c'est fortement pris en considération aujourd'hui, oui. Et pris en considération dès le départ, en plus des projets. Tout à fait, en phase amont, En ce phase qui est amont. le plus important, Ouais. puisque bien souvent on arrive à la fin, et c'était un peu l'urgence, il fallait tout faire, mais on n'avait pas de ligne directrice, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment pris au démarrage. Et selon vous, rapidement, cette transition, ce moment où effectivement la signalétique est devenue aussi un enjeu de communication visuelle, c'est quoi? C'est les années 2000? C'est un peu plus tard, un peu avant? Après 2010, Après 2010? le principe est simple, on est passé des bureaux hyper cloisonnés à des bureaux plus ouverts et avec des espaces qui permettent d'échanger ensemble, et donc il fallait y mettre une belle communication visuelle. Et là on a vraiment un essor après le Covid là, qui a pris une grande envolée. On y reviendra. Mathieu Lefranc, votre constat, vos observations? Moi, je crois que les grandes entreprises ont toujours fait attention, je suis d'accord, à l'image qu'elles voulaient renvoyer, et notamment chercher à montrer quelque chose de leur capacité, de leur capacité à répondre aux demandes et finalement à susciter la confiance. Et on pourrait se demander finalement si l'importance de l'esthétique aujourd'hui dans les aménagements de bureaux a pas pris cette fonction de susciter la confiance en fait. Parce que l'esthétique dont on parle et les codes auxquels elle fait référence sont pas du tout neutres, ils sont pas du tout anodins, mais voilà, je pense qu'on... C'est l'objet, On y c'est reviendra. clairement un des objets du débat. Damien Perrault, alors évidemment, Accor, c'est des hôtels, mais c'est aussi des bureaux. Donc, est-ce que cette évolution, cette prise en compte d'une dimension esthétique, comme le disait Joël Larousse, qui n'a pas forcément de lien direct avec l'usage, hein, qui travaille la beauté très directement, est-ce que là aussi, ne serait-ce que dans les bureaux du groupe Accor, c'est une réalité? Alors, bon, c'est une réalité, mais enfin, je vais reprendre le point, c'est pas quelque chose de nouveau. Souvent, on dit, aujourd'hui, on pense aux employés, à leur bureau, à leur environnement, à l'esthétisme, etc., etc. Mais en fait, on y a toujours pensé. L'employé a toujours été au cœur des réflexions pour faire en sorte en fait, qu'il soit le plus productif possible lorsqu'il est au travail. Donc en fait, ça, c'est le premier point. Après, je vais juste dire une chose et qui s'accélère, c'est que quand on prend en considération qu'en 5 ans, la perception de modernité, en fait, elle évolue de plus de 40%. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une évolution sur les tendances et les codes de l'esthétisme. Et donc, c'est ça qui change. C'est-à-dire que comme on est sur les bureaux avec souvent des temps longs, les bureaux, ils ont été construits et puis on va les utiliser pendant 10, 15 ans sans forcément les changer ou remplacer peut-être quelques éléments qui sont défectueux. Mais c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est l'évolution de la perception de modernité, et finalement, le rapport à l'esthétisme. Et ce qu'on trouvait très beau il y a 5 ans, aujourd'hui, on va le trouver peut-être moins, on va dire, moins beau, moins pertinent. Et donc, c'est ça, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler pour être dans une constante réflexion de qu'est-ce qu'est l'esthétisme demain pour pouvoir vraiment travailler sur ce point. Très bien. Alors, vous avez raison de le rappeler, il ne faudrait pas non plus laisser penser que l'évolution des espaces de travail est une histoire linéaire, continue vers une amélioration progressive. C'est pas la première fois dans l'histoire du bureau qu'il y a notamment une critique de la banalisation, de la standardisation des espaces. Je me suis permis de noter juste avant de venir un extrait de la revue Technique et Architecture de 1981 qui déjà à l'époque constatait la profonde dichotomie entre la construction du bâtiment et l'aménagement intérieur. Et le commentaire disait ceci: l'espace bureau est devenu une surface entité sans forme, sans frontières, que l'on développe au hasard du diagramme et des organigrammes. Et là, on est en 1981. Et donc, je précise ça pour essayer de comprendre un peu d'où on vient. C'est-à-dire que la question, la remise en cause, la critique de la forme bureau n'est pas nouvelle. Déjà en 81, Mathieu Lefranc, en France en tout cas, il y a une critique et une attention réelle pour la question du bureau dans sa forme. Oui, absolument. Il y a, en fait, dans les années 80, pardon, on a passé le moment des années 70 où il y a une critique très, très virulente, en fait, qu'on a du mal à percevoir aujourd'hui. Une critique virulente à l'égard du bureau paysager.
en fait, et qui a donné lieu à des grèves, un rapport ministériel qui enjoint finalement à traiter les bureaux de manière un peu différente. Et ce rejet du bureau paysager, effectivement, refabrique un intérêt vis-à-vis de la conception des aménagements de bureaux, et notamment ce qu'on peut considérer comme un mouvement arrière, puisqu'on va aller rechercher du cloisonnement, on va aller rechercher à fabriquer un peu plus d'intimité dans ces espaces, avec notamment ce qu'on a appelé des mobiliers systèmes, donc qui sont quasiment des petites architectures en soi, qui refabriquent un peu d'intimité, qui refabriquent de la spécificité aussi sur les métiers, donc avec voilà, des images qu'on connaît tous, hein, de cloisons, de petites cloisonnettes à 2 mètres maximum, qui font voilà, ces petits espaces d'intimité et qui amènent finalement aussi à une forme de spécialisation. C'est ça. Des aménagements. Donc ce rejet à fabriquer une forme de spécialisation et un intérêt un peu plus poussé pour les aménagements d'espaces de travail. Parce encore une fois, on va chercher à répondre à des spécificités métiers, à des spécificités de direction, de service, etc. Et ça, c'est un mouvement qui s'étend des années 80 jusqu'aux années, effectivement, 2000-2010, où finalement la tendance s'inverse un petit peu et on retourne vers des formes d'homogénéisation. Oui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois esthétisation, mais on va y revenir un peu plus tard, il y a aussi une homogénéisation, en tout cas de votre point de vue, des espaces. Juste quand même, années 80, cette vraie réflexion en France sur la spécialisation, mais quand même, c'est aussi le moment où le marché de l'immobilier tertiaire va se financiariser. On a beaucoup critiqué, ou en tout cas une des critiques même encore qu'on porte aujourd'hui, c'est effectivement une approche de l'immobilier comme un pur actif. Est-ce que cette période-là, quand même, a laissé place rapidement à une forme de marchandisation de l'espace de travail, la volonté d'avoir quand même un produit qui plaît au plus grand nombre, et donc sur lequel on va chercher finalement à créer des espaces sans qualité pour pouvoir être aisément transférables d'un occupant à un autre. Rapidement sur ce... Oui, il y a effectivement la financiarisation de l'immobilier qui démarre dès les années 60, mais de manière assez légère. Et puis vous avez Ingrid Nabichoulet, qui est une économiste, qui nous dit que dans les années 90-2000, il y a une vague beaucoup plus importante d'externalisation de l'immobilier tertiaire. Donc c'est des grandes entreprises qui se disent on n'a pas besoin de posséder notre immobilier pour y travailler. Donc il y a des tas d'opérations de cession-location qui amènent à faire de l'immobilier un produit, et en tant que produit, il faut que ça circule sur un marché. Et donc ça doit répondre aux besoins du plus grand nombre. Et dès les années 90, il y a des promoteurs qui vantent le caractère banalisé de leur immeuble de bureau, des plateaux, comme un argument de vente en fait. Ouais. Peut-être juste un mot, Damien Perrault, finalement, est-ce qu'il y a un parallèle aussi à faire avec le marché de l'hôtellerie, enfin en tout cas la façon dont l'hôtellerie s'est transformée? Est-ce que cette logique un petit peu qu'on connaît, qui est un peu le modèle industrialiste, qui est quand même cette idée qu'il faut standardiser un produit, le diffuser en masse, est-ce que finalement l'hôtellerie a connu aussi ce moment-là où on voulait concevoir un produit qui le plaise au plus grand nombre sans forcément rentrer dans une démarche de singularisation des offres, des espaces? En fait, les attentes des clients déjà étaient complètement différentes dans les années 70 ou 80, et je le mets souvent d'ailleurs en perspective en fait avec l'évolution de la technologie. C'est-à-dire que dans les années 70-80, pour quelqu'un qui part en Chine, c'était une vraie aventure. Il ne connaissait pas vraiment la Chine, très peu d'informations, très peu de visuels, parce que c'était que des visuels papier, etc. Donc l'accès à l'information était assez compliqué. Et donc il avait besoin, lorsqu'il voyage, de s'assurer que tous ces codes de confort, d'hygiène et de fonction, il les retrouve à l'autre bout du monde. Et donc la standardisation répondait à un vrai besoin client. Donc parce que souvent on critique la standardisation, ça n'est pas qu'un objectif industriel, c'était un objectif très lié à une attente, client. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, bien sûr, c'était bénéfique pour toute la production industrielle, c'est-à-dire qu'au lieu de penser à un espace à chaque fois qu'on allait concevoir un hôtel, on allait concevoir un espace et puis ensuite on allait le diffuser un petit peu partout. Donc au niveau industriel, ça permettait des économies d'échelle, d'accélérer le déploiement, les ouvertures, etc. etc. Il ne faut pas oublier que le client, à ce moment-là, c'est ce qu'il attendait.
Et on le voit dans les bureaux, on le voit dans l'hôtellerie, mais aussi dans l'hébergement, où c'était quand on construisait des hameaux, quand on était en banlieue, il y avait tous ces hameaux, les immeubles, etc., dans les années 80. C'était exactement la même manière de concevoir. Ça n'aurait jamais fonctionné si c'était uniquement sous le prisme industriel. Il y avait une vraie attente client. Ouais. Marvin Noir, du point de vue effectivement, notamment de la signalétique, qui est intéressant parce que la signalétique, elle n'est pas apparue effectivement en 2000-2010, on en faisait déjà avant. Est-ce que cette réalité aussi de créer une signalétique qui va permettre de créer un langage à la fois simple, compréhensible par tous, et donc le fait de pouvoir s'adapter, quel que soit l'utilisateur qui occupe les bureaux, une signalétique plutôt technique dont l'objectif premier était vraiment d'être dans la fonction de base. Est-ce qu'on vient aussi de cette réalité-là dans votre monde, hein, que celui de la communication visuelle? Est-ce que ça correspond aussi finalement au point de départ depuis, en tout cas, de la dimension dans laquelle vous travaillez? Ouais, il y a eu un changement profond puisque au départ, quand on installait de la signalétique pour les entreprises, on dirigeait les personnes pour aller chercher un service comptabilité, service finance et ainsi de suite. Et à chaque fois que le service changeait de place, on faisait changer la signalétique. Aujourd'hui, la signalétique, elle est posée sur le bâtiment et on la change le moins souvent possible. Ça veut dire qu'on va diriger vers un espace, vers un lieu, vers une couleur, vers une trame, bref, quelque chose qui reste très standardisé pour faire en sorte que si c'est un nouvel occupant ou si on sous-loue un étage ou autre, la signalétique continue de fonctionner. Et donc c'est un changement complet puisque à l'époque, globalement, on était chez nos clients quasiment toutes les semaines puisqu'il y avait des changements permanents, alors qu'aujourd'hui, une fois qu'on a posé la signalétique, on va faire des ajustements, mais sinon la signalétique reste standard et est toujours en lien avec l'aménagement de l'espace. C'est-à-dire qu'on va créer des univers et nous, bien souvent, on va diriger les flux et les collaborateurs vers des univers. Et en fait, l'univers, lui, il bouge pas. C'est-à-dire que la couleur des murs, les cloisons, etc., ça bouge pas. Clairement aussi un sujet sur lequel on va revenir. Je continue le petit tour de table sur cette période un peu historique. Avant la SNCF, Joël Larousse avait été aussi directeur immobilier, si je ne dis pas de bêtises, chez Lagardère Active. Donc finalement, votre regard, vous, sur ce temps long dont on parle, ces 2-3 dernières décennies, est-ce que on était bien dans cet objectif de standardisation, même si ce n'est pas un gros mot, on l'a bien compris, que ça correspondait aussi à des objectifs tout à fait bienveillants, notamment du point de vue de la réassurance des clients. Est-ce que vous partagez un petit peu cette analyse un peu rapide, un peu caricaturale peut-être, parce que sans doute que c'est plus complexe, mais de ces années 90 qui reste ce grand moment de financiarisation et de standardisation de l'offre tertiaire? Il y a un élément très important qui a été évoqué, c'est le fait que quand on est encore dans les années 50-60, période de reconstruction, l'entrepreneur est le maître d'ouvrage. C'est-à-dire que quand il construit son bâtiment, c'est son bâtiment, son immobilier, et l'immobilier est considéré comme un élément de patrimoine pour lui, entrepreneur, mais aussi patrimoine pour le collectif de l'entreprise qui s'associe à ce bâtiment qui est un élément identitaire. Quand on passe dans un immobilier qui est un immobilier de promotion et d'investisseurs et qu'on externalise cette notion, l'intérêt est différent. Il faut faire des espaces qui peuvent être habités par tout le monde, puisqu'un bail, si un bâtiment c'est 15, 25, 50 ans, un bail c'est 9 ans. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette industrialisation, elle a eu une vertu énorme, comme dans tous les aspects de cette époque, c'est-à-dire qu'au moment des 30 Glorieuses, on va chercher de la sécurité alimentaire, des normes d'hygiène différentes, un sanitaire au bon endroit avec l'eau chaude. N'oublions pas que dans les années 50, il n'y a pas de sanitaire partout, l'eau chaude n'existe pas, le bâti, il est fait de briques et de broc. Il y a dans cette période, l'industrie vient ajouter un niveau de normes qui apporte des conditions, et dans l'univers du travail, qui apporte des conditions de travail différentes et très largement améliorées. C'est le moment des grands pactes sociaux, c'est le moment où, précisément parce qu'il y a de l'argent, on est dans les 30 Glorieuses, et parce qu'on a ce mouvement de reconstruction, eh bien on peut négocier un code du travail, un nombre de sanitaires, de la ventilation, etc., qui n'était absolument pas accessible avant. Donc, dans cette période, la standardisation, d'une part, elle est rendue possible et elle est aidée par le fait qu'on n'est plus entrepreneur par entrepreneur, bâtiment par bâtiment. On a perdu quelque chose, mais on a gagné une possibilité sociale, de santé, de sécurité, qui a énormément servi. Après,
La question a été, oui, mais est-on pas allé trop loin sur cette logique-là? Et on sait que toutes les logiques industrielles, à un moment, prédatent quelque chose, donc il a fallu rectifier le tir. Bon, on avance toujours par oscillation. Alors, vous le disiez à l'instant, il y a un moment où ce modèle a trouvé ses limites. Alors, les demandes, peut-être sociétales, ont évolué, vous l'évoquiez. Et puis, il y a eu quand même cette transformation majeure de l'économie, qui est celle sans doute d'un modèle industrialiste qui, lui aussi, a trouvé ses limites. L'avènement de ce qu'on a appelé une nouvelle économie, une économie du savoir, une économie des connaissances. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à partir du moment où effectivement la dynamique servicielle est devenue de plus en plus centrale dans l'activité économique, où les entreprises de services ont aussi compris où situer la valeur dans des notions de confiance, vous l'évoquiez Mathieu Lefranc en début de ce débat, dans la créativité, dans l'innovation, qu'il fallait effectivement qu'à un moment communiquer sur ces valeurs, il fallait aussi que ces valeurs prennent sens dans un espace. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a eu à un moment cette transformation-là, cette nécessité d'adapter les espaces de travail à une nouvelle demande, à une nouvelle réalité du travail qui reposait davantage sur ces éléments immatériels? Mathieu. Oui, clairement, il y a cet aspect de servicialisation, donc toujours dans cette même période, qui est une période très charnière, 70-80. Et puis c'est en même temps la période aussi de mondialisation de l'économie, en tout cas ça continue de s'ouvrir à l'international, ce qui amène un besoin quand même pour ces grandes entreprises industrielles et de services, qui est un besoin de flexibilité, hyper important. C'est là où effectivement ça répond à une demande à un moment donné des clients, cette question de standardisation. Et ce besoin de flexibilité, il se traduit à un moment donné par une forme d'homogénéisation dont on vient de parler, mais une forme d'homogénéisation pas que de l'architecture, des aménagements aussi, parce qu'il est plus facile de faire évoluer, d'organiser la flexibilité organisationnelle dans des aménagements qui sont homogènes, en faisant bouger simplement les gens et pas toute leur spécificité métier. Ça, c'est un premier point. Et puis ces transformations aussi de l'économie, elles amènent un besoin aussi d'une nouvelle implication des salariés dans leur travail. Et cette nouvelle implication, c'est ce qu'on connaît tous depuis toujours les années 80. Donc c'est l'autonomisation, c'est la responsabilisation, c'est la réactivité, l'adaptabilité, etc. C'est tout tous ces termes du néo-management qu'on connaît depuis les années 80. Et ça, à un moment donné, les cabinets de conseil en aménagement se sont donnés pour objectif de ne pas simplement dessiner des espaces de travail, mais en même temps qu'on dessine les espaces de travail, on va aussi d'une certaine manière travailler le travail. C'est-à-dire que en faisant les aménagements, on va aussi accompagner les salariés pour qu'ils aient les bons comportements, pour qu'ils aient les bonnes attitudes et ces modes de travail, ces nouvelles formes d'organisation du travail qui sont caractérisées par la flexibilité, la réactivité, l'autonomie, etc. Et c'est là où on rejoint la question de l'esthétique avec ces codes. C'est aussi la naissance de notions comme marque employeur, justement, cette idée si on prend un Google, sans doute aussi à cette époque, qui avait, à travers ces espaces, voulait rassurer ses clients qui lui confiaient ces données, dire regardez comme on est une entreprise cool, avec ce slogan qui était Don't be vile, adressé à ses salariés. Est-ce que, Joël Larousse, peut-être rapidement, est-ce que cette transition-là, à un moment où l'entreprise va vouloir inscrire dans ses murs ses valeurs de service, ça correspond aussi à un moment où l'espace va être considéré différemment et on va essayer d'en faire un média à part entière? On a parlé des années 80 pour ce mouvement. Oui, peut-être Silicon Valley, etc. Ouais. Mais avant qu'on arrive en France et que ça prenne effet, etc., il s'est passé énormément de temps. Et en même temps, il y a eu un mouvement concurrent qui a été celui de l'informatisation du travail, c'est-à-dire qui a totalement transformé nos espaces. Je rappelle, 70-80, une table rectangulaire, un caisson, du papier. Et puis un retour pour mettre l'ordinateur en plus, voire l'imprimante. Donc une surface au sol absolument considérable. Et puis après, on passe au portable et le papier se réduit, l'imprimante devient partagée, on revient à un espace de travail. Et puis ça tient sur un portable qui va tout seul, et donc on n'a même plus besoin d'un poste de travail. Donc on devient mobile, on peut partager les espaces. Ça a duré 40 ans quand même, ce chantier. Depuis la disparition du papier et la disparition du poste de travail attitré, pour dire les choses claires. Et ça, c'est un driver extrêmement fort dans la transformation.
Et c'est par là qu'on rejoint la nécessité d'avoir une identité dans les espaces de travail. C'est-à-dire que la propriété, enfin je reviens à Fischer, ce que disait Fischer, l'espace de travail territoire, qui est notablement marqué par le papier et la propriété de l'espace, parce que le papier ne peut pas être traité autrement que dans un espace territorialisé, eh bien, cette disparition progressive, elle nécessite une compensation, elle nécessite que les marqueurs du territoire viennent remplacer les marqueurs physiques de la propriété, c'est-à-dire les papiers, le fait qu'ils soient en ordre ou en désordre, le fait qu'ils soient rangés ou pas, le fait qu'il y ait des armoires autour. Donc, le mouvement qu'on évoque à l'instant, il est renforcé, rendu nécessaire et absolument combiné à la disparition du papier dans l'espace de travail et donc de la nature même du travail tel qu'il est produit. Absolument. Damien Perrault, sur l'hôtellerie aussi, quand même, cette évolution, cette demande sociétale pour, on va le dire, aussi une demande d'expérience, une demande de, on l'a dit, de confiance, mais j'imagine dans une entreprise comme Accor qui travaille sur cette idée de relation client a aussi dans ses propres bureaux nécessité d'inscrire ces valeurs-là en direction de ses salariés. Finalement, pour une entreprise comme la vôtre qui a cette, je dirais, allez, j'aime pas le mot, ADN serviciel, ça doit avoir une influence sur la manière aujourd'hui de concevoir ses bureaux aussi pour transcrire ces valeurs-là plus globalement auprès des 330 000 collaborateurs de l'entreprise. En fait, on ne conçoit pas les bureaux significativement différents d'un hôtel. C'est le même processus. Et tu l'as très bien dit. En fait, à un moment donné, on a compris que le bureau, en tout cas, et les espaces permettaient d'accompagner un usage, une ambition. Et les entreprises, aujourd'hui, ne stagne plus, elle se transforme. On parle souvent, même pour les startups, elles pivotent. Donc, il y avait cet objectif de se dire peut-être que dans 9 ans, j'aurai pas le même locataire, mais en fait, pendant ces 9 ans, le même locataire va peut-être à un moment donné décider de changer la manière de travailler, peut-être même qu'il va changer de produit, etc. Et donc, les espaces, les bureaux, de la même manière que les hôtels, c'est un outil, c'est une force. Et comment ça va accompagner globalement l'ambition de l'entreprise, de sa transformation, de la manière dont il souhaite que ses collaborateurs travaillent, en prenant en compte, bien entendu, tous ces nouveaux usages. Moi, ce que je trouve très fort, et je voulais rebondir dans ce que tu disais, on appelle l'immeuble le bureau. Et donc, c'est quand même un signe très très fort. C'est-à-dire que cet élément de mobilier qui a été conçu pour pouvoir travailler avec du papier, avec un crayon, etc., le bâtiment a pris son nom. Sauf qu'aujourd'hui, il y a énormément de métiers où j'ai plus besoin de bureau, vraiment. Mon travail n'est pas du bureau, mon travail est peut-être à penser une stratégie, mon travail il va être sur la créativité, mon travail. Et donc finalement, j'ai plus besoin de cet objet, mais j'ai besoin d'autre chose. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à définir. Et donc tu le disais très bien en fait, et c'est le rôle des designers et des architectes, c'est comment en fait je vais travailler sur l'usage et pas sur l'objet en lui-même. Marvin, Edouard, on l'a dit. Alors, bon, est-ce que déjà on est d'accord pour dire 2010 plutôt, ou 2000 vous me dites un peu, c'est ce moment-là où il y a quand même un point pivot dans la manière d'appréhender l'espace et la manière de faire de l'espace une ressource, un outil pour le travail. Est-ce que c'est le constat que vous faites, ce moment de transformation où la signalétique vient servir simplement autre chose que faire sens vers un espace, mais devient un média de communication à part entière pour les entreprises dont elles vont se servir finalement pour faire de l'espace aussi un élément quasiment de management. Il y a des propos très très justes qui ont été dits tout à l'heure. Déjà sur le fait de mettre en avant les services dans l'entreprise. Ouais. Je donne quelque chose de très simple. À l'époque, pour aller au sanitaire, la signalétique qui était dédiée au sanitaire, c'était un tout petit pictogramme. Aujourd'hui, le sanitaire est devenu un vecteur de communication sur ce que l'on veut dire. C'est-à-dire qu'on est passé d'un picto qui faisait 5-6 cm à parfois un adhésif qui prend toute la porte et ainsi de suite, avec tout un design qui va à côté. Et là où on s'y retrouve, c'est assez drôle que vous soyez là, c'est que beaucoup de concepts d'entreprises, de bureaux aujourd'hui, font référence à ce que fait l'hôtellerie.
C'est-à-dire qu'on arrive dans un accueil qui doit être dynamique. C'est pas le client ou la personne qui doit venir qui va à l'accueil, c'est l'accueil qui vient à lui. On arrive dans n'importe quel espace, on met en avant les services. À l'époque, pour trouver l'IT, pour aller faire réparer son ordinateur, c'était la dernière pièce au fond d'un couloir, au moins deux. Alors qu'aujourd'hui, on fait des grands kiosques où on met en avant justement ces fameux services. Et nous, on accompagne ces éléments-là. Même si c'est pas du bureau, mais indirectement, beaucoup de voyageurs y vont. On a beaucoup travaillé, nous, avec la SNCF, sur la mise en place, par exemple, de leur service en gare. Parce qu'à un moment donné, c'est tellement grand que si vous souhaitez aller au sanitaire, vous ne savez pas où c'est. Et donc on met en avant ces éléments-là, et on fait exactement pareil dans toutes les entreprises, où on va mettre en exergue finalement tous les services que propose l'entreprise. Et ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui on n'est pas dans un système où on vient sur son bureau pour travailler, on vient dans un espace pour retrouver un certain nombre de services et une atmosphère particulière pour travailler. C'est complètement différent. Et aujourd'hui on continue ça, et donc pour répondre à la question, oui effectivement depuis 2010, on commence à avancer sur ce chemin-là. Alors, Mathieu Lefranc, vous évoquiez rapidement cette idée qui est apparue dans les années 90-2000 de management par l'espace, c'est-à-dire cette supposée qualité que l'espace peut avoir dans le fait d'induire un certain type de comportement. On va y revenir, mais aujourd'hui, vous faites aussi ce que vous appelez du design actif, finalement. Ça rejoint un peu ça, c'est-à-dire comment l'espace est utilisé pour avoir un effet sur les comportements et les attitudes des occupants. 2-3 mots sur ce concept. Un très bon exemple qui marche très bien, c'est la notion d'escalier. C'est-à-dire qu'on demande au quotidien à tous nos collaborateurs de faire du sport et ainsi de suite, et de faire aussi des économies d'énergie. Et il y a quelque chose qui fonctionne très bien en entreprise, c'est de ne plus prendre l'ascenseur, c'est de prendre les escaliers. Mais à l'époque, les escaliers, c'était considéré quasiment comme une issue de secours. Autrement dit, à peine on ouvrait la porte, on se disait, oula, j'ai peut-être pas envie, finalement je vais refermer la porte, je vais prendre l'ascenseur. Alors qu'aujourd'hui, on ouvre la porte et on découvre une atmosphère. Et en plus, bien souvent maintenant, nous motive les collaborateurs à monter et à descendre par les escaliers en jouant, typiquement, là il y a eu la période des Jeux Olympiques, on a mis énormément l'accent sur les communications qu'on faisait directement dans les escaliers pour dire, allez, encore 10 marches, t'y es presque, tu peux y aller, tu peux le faire, et si tu faisais un étage supplémentaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le design actif, c'est-à-dire qu'on incite par la communication visuelle, la signalétique, la vitrophanie, peu importe, à effectuer un certain nombre d'actions. Mathieu Lefranc, sur cette idée, alors à qui on doit le management par l'espace? Qui est-ce qui a... Génie des lieux. Génie des lieux, bien sûr, d'accord. Mais cette idée qui est quand même plutôt nouvelle, ou en tout cas récente, que l'espace doit être un élément mis à profit pour orienter certaines façons de travailler aussi, c'est-à-dire voilà, on veut inciter la collaboration, comment on fait, on veut inciter ou en tout cas favoriser la créativité, comment on fait. Est-ce que là aussi il n'y a pas une rupture, ou en tout cas une vraie évolution dans la prise en compte de l'espace, y compris dans sa forme? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, on va prêter à l'espace un vrai rôle d'apprentissage des comportements. Parce que pour que ces grandes entreprises soient effectivement réactives, qu'elles puissent répondre aux aléas de leur marché, etc., il faut que les personnes qui constituent ces entreprises le soient aussi. Donc il y a vraiment ce discours-là qui se développe, de se dire, voilà, on va accompagner ces salariés pour qu'ils puissent, en même temps que l'espace, développer ces bons comportements qui, d'une certaine manière, qu'ils s'adaptent aussi à ces espaces qui, eux, sont conçus pour donner vie, pour permettre ces nouvelles formes d'organisation, notamment le fameux mode projet, qui est le truc un peu phare. Et donc effectivement, en fait, parallèlement à la constitution de l'immeuble standard de bureau, et puis adossé à ces discours du néo-management, les concepteurs de bureaux sont parvenus finalement à porter l'intérêt pour les aménagements au-delà d'une question d'architecture et d'esthétique, pour en faire effectivement un vrai outil de management. Alors, la fonction même de l'espace, en termes d'architecture, c'est de prescrire un usage. Un théâtre, ça explique comment on va se servir de la scène, ça crée les distances, etc. Un stade, ça dit comment on va jouer au football. Dans une usine, une chaîne, la façon dont elle est construite, dit comment on va la servir. Ce qui est particulier avec le bureau, c'est que le bureau est suffisamment informel dans son activité.
quelque part, une fois qu'on a perdu le papier, pour lui donner sa forme, pour justement n'être pas immédiatement prescrit par l'espace. Il y a des murs, il y a des bureaux au milieu, débrouillez-vous. C'est pas aussi clair et aussi culturellement installé que ça peut être le. Il ne faut pas oublier que le travail de bureau, à la base, c'est du travail de contrôle sur une activité qui est une activité marchande, une activité industrielle. Donc, donc ça n'a pas de... À part le papier, je reviens dessus, mais ça n'avait pas de prescription liée à l'outil ou liée au code. Et donc, les codes sur lesquels on travaille sont très liés au mode managérial, très liés, pas forcément liés à la pratique du travail, mais extrêmement liés à l'organisation et au mode organisationnel. Et donc, les codes dont on est en train de parler et qu'il faut savoir utiliser et qui n'auront d'effet. C'est Crozier qui dit c'est le changer qui fait le changement. C'est pas le changement qui fait le changer. Donc c'est parce que le salarié a accepté de changer que le changement prend effet. Eh bien, si on ne donne pas une lisibilité à l'ensemble de ces codes, les changements d'organisation dont on est en train de parler ont très peu de chances de trouver leur effectivité dans le travail quotidien. Et donc, il y a une vraie importance de ce que tu dis, c'est-à-dire que l'espace de travail puisse transcrire ces éléments-là. Et on le voit très bien dans tout ce qui va toucher à l'excellence opérationnelle, ou bien dans ce qui va toucher au mode projet, aux salles, etc. Mais alors, une question quand même, dans ce contexte-là, comment on explique cette espèce d'engouement avant Covid, on va dire, pour le com à la maison parce qu'on entend l'espace envisagé comme un outil, enfin en tout cas comme quelque chose qui vient accompagner une transformation du travail, qui vient effectivement accompagner ces nouveaux modes de travail, mode projet, collaboratif. Et pourtant, avant le Covid, on a eu cet épisode où il fallait faire des bureaux comme à la maison. J'imagine que dans les demandes de vos clients, ça c'est sans doute... Je crois qu'on se disait justement en préparant un peu cette émission, il y a eu un moment où les clients vous demandaient d'enlever les logos. Il fallait enlever les logos des entreprises. Comment on explique cet engouement-là au vu de ce que vous venez d'évoquer précédemment? Alors, il y a plusieurs raisons. Mais il y en a une, à mon avis, qui est extrêmement forte, c'est que avant Covid, on arrive à un niveau où l'organisation interne de l'usage est devenue tellement compliquée, tellement sophistiquée. Pour accéder à un photocopieur, il faut que j'aille obtenir un badge à tel endroit, il faut que j'ai rempli tel ceci, j'ai le droit d'aller à ce photocopieur, pas à celui-ci. Bref, à tel local, il y a une telle complexité dans le rapport à l'environnement qu'on a un terrible besoin de simplifier. On a un terrible besoin de retrouver un rapport direct à son environnement, à trouver justement ce que les hôtels ont très bien su faire, c'est-à-dire un environnement qui vienne tout de suite me donner les réponses dont j'ai besoin. Et le comme à la maison, pour moi, répond à ces besoins-là, c'est-à-dire un besoin d'accès immédiat aux ressources qui sont autour de soi, avoir un environnement qui m'est favorable, et non pas d'être confronté à toutes les complexités d'organisation auxquelles l'entreprise est arrivée. Marvin Douar, rapidement, j'évoquais rapidement la disparition des logos, on en avait parlé, effectivement, ça a été une réalité dans cette période juste avant 2020. À un moment donné, le lien avec le travail devenait compliqué parce que c'était un monde de contraintes. C'est-à-dire qu'on arrivait au travail et c'était de la contrainte. En plus, on commençait à faire les open space, on commençait un petit peu à enlever les bureaux destinés à chaque collaborateur. Et en fin de compte, on arrivait, on ne s'y retrouvait plus. Voilà, c'était vraiment compliqué, on ne s'y retrouvait plus. Et pour enlever cet esprit contraint de travail, la première chose que beaucoup d'entreprises ont fait, c'est cet esprit comme à la maison, et c'est passé par la suppression d'un maximum de logos. C'est-à-dire quand on arrivait dans les entreprises, on voyait plus le logo partout, parce qu'à l'époque c'était ça, dans n'importe quel groupe, les logos partout, et on devait se retrouver dans une atmosphère qu'on connaît et qui nous rassure. Autrement dit, on a enlevé les murs avec les logos et on est passé sur des murs avec des super papiers peints. Peu importe l'univers qu'on allait le créer, mais c'était ça. La signalétique, pareil. Et par voie de conséquence, ça a simplifié les usages puisque les collaborateurs venaient et se disaient « Ah ça me rassure parce que je connais. Ouais. » Voilà. Alors ça ne veut pas dire que dans les services, ça a tout transformé pour eux, mais en tout cas, c'est ça qui s'est passé. Quel regard vous portez sur cette période qu'on a connue avant Covid? Alors c'est vrai que le bureau s'est quand même défini pendant longtemps en étant une opposition de la sphère domestique, ce qui n'est pas forcément le cas de l'hôtellerie d'ailleurs, mais quel regard vous portez sur cette période-là, du com à la maison, cette appétence en tout cas des directions et aussi des concepteurs qui ont accompagné ce mouvement-là pour intégrer les codes du domestique dans les espaces tertiaires? Alors moi j'ai toujours été anti-com à la maison. Ce qui m'intéresse dans comme à la maison, et c'est peut-être une mauvaise traduction, c'est qu'on s'y sente bien, en fait. Voilà. Donc c'est tout ce que vous avez dit. Et donc le comme à la maison,
si on le traduit littéralement, c'est la catastrophe parce que en fait non, on veut justement créer une dynamique qui soit différente de ce qu'on a à la maison. Et d'ailleurs, les collaborateurs qui travaillent à la maison en télétravail, on leur donne un budget pour qu'ils puissent s'acheter une chaise ergonomique et confortable, etc. Donc ils ne sont pas avachis dans le canapé et comme à la maison. Donc nous, le comme à la maison aussi, parce qu'avec Airbnb, par exemple, qui est arrivé, est-ce que c'est un compétiteur, est-ce que les gens ils recherchent finalement comme à la maison? Non, en fait, le rôle des bureaux, comme d'un hôtel, c'est d'être au-delà, mais d'aller chercher vraiment les vraies raisons pour répondre à un besoin. Et pas de se dire, je prends la simplicité finalement de faire comme à la maison. Pour moi, le comme à la maison, c'est très simple. Et donc, est-ce que les gens vont chez Airbnb pour être comme à la maison? Non, pas du tout, en fait. C'est parce qu'ils ont besoin d'espace, une problématique de prix. Il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin de services. Et il y en a beaucoup qui se sont mis à voyager parce que Airbnb répond à un vrai besoin. Mais l'hôtellerie, on n'a jamais souffert, en fait. Ça a permis d'offrir une autre solution pour des clients qui ne voyageaient pas. Et si jamais nous, dans l'hôtellerie, on se dit on va faire comme à la maison pour faire comme Airbnb, finalement, on va fragiliser le modèle de l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est plus, j'ai été dans un hôtel et finalement, j'ai une idée que j'ai pris dans cet hôtel pour améliorer chez moi. Et c'est plus ça, c'est comment nous, est-ce qu'on va au-delà, est-ce qu'on va explorer justement les nouveaux usages, les nouveaux designs, etc. Et je voulais juste revenir sur quelque chose, excuse-moi, je parle beaucoup, mais qui est pour moi très important sur les espaces et la force des espaces. Je prends souvent l'exemple quand vous êtes face au Mont Blanc, au Matterhorn, en plein milieu de la montagne, il y a un truc qui se passe là. Vous ressentez quelque chose de très fort. Et donc à partir du moment où vous avez compris ça, vous avez compris l'importance pour les lieux. Et quand vous avez compris que chacun est différent, vous allez comprendre la complexité de se dire le one size fit all n'est pas la solution, et c'est ça qui va créer tout. Alors, justement, j'en viens au Covid, qui a quand même été une rupture. Alors, on en a parlé déjà largement, y compris ici. Est-ce que, là encore, il n'y a pas eu cette nécessité, ou en tout cas cet sentiment d'urgence, de devoir réenchanter les bureaux, de rendre le lieu de travail désirable, et peut-être cette nouveauté, pour prolonger ce que vous disiez, finalement, d'aller susciter l'émotion chez le salarié, d'aller adresser aujourd'hui travailler sur des leviers qui n'étaient pas forcément pris en compte avant, mais c'est vrai qu'on a vu quand même l'espace de travail s'esthétiser, enfin je ne sais pas si on peut utiliser le terme, mais cette volonté de travailler une expérience collaborateur quasiment totale, y compris en flattant ses goûts, en flattant son émotion et en renvoyant une image valorisante de sa présence dans l'espace de travail. Petit tour de table peut-être rapide là-dessus, Marvin. Sur je peux commencer. Là où je rejoins complètement, c'est qu'avec le Covid, on a mis en place du télétravail. Et du coup, les collaborateurs se sont retrouvés en disant mais mon nouveau concept de bureau, c'est comme à la maison. Mais finalement, c'est mieux la maison, je préfère rester à la maison. Et là, on voit depuis la fin du Covid, justement, la remise en place d'un esthétisme incroyable, des services incroyables dans l'entreprise, parce que finalement, ça a été une erreur stratégique de faire comme à la maison. Puisque si on veut faire comme à la maison, on reste à la maison. Sauf qu'aujourd'hui, les entreprises souhaitent faire revenir les collaborateurs au bureau. Et donc le bureau doit redevenir le bureau, et non pas la maison. Et on le voit bien, même nous, dans les aménagements qui sont mis en œuvre, là on va à fond sur l'esthétisme. C'est-à-dire tous les concepts de tous les grands aménageurs qui sortent, aujourd'hui c'est beau, c'est esthétique, c'est instagrammable si on doit revenir au titre de l'émission, et par voie de conséquence, nous on y participe grandement, et je pense que c'est ça que les collaborateurs recherchent, c'est l'émotion. En arrivant dans un lieu, on ne veut pas être comme à la maison, on veut être autre part. Notre réaction, Joël Larousse, sur ce... Alors, je ne sais pas si l'esthétisation est une conséquence. Ce que je sais, c'est que le Covid a subitement fait cesser toute une série d'habitudes, de compromis, de lecture de code ordinaire qui allaient de soi. Aller travailler au bureau était un acte social qui voulait dire « je vais travailler ». Subitement, ce n'était plus le cas. Et donc, on s'est trouvé au bout de quelques années, et les codes, quand ils ne sont pas vivifiés par la pratique quotidienne, l'habitude, l'échange, le rapport social, quand les codes ne sont pas valorisés par l'échange, ils tombent en désuétude.
Et on s'est trouvé dans une situation de nécessité, c'est-à-dire que ces habitudes étant tombées, il a fallu réinventorier le pourquoi et le comment de chacun de pourquoi on faisait comme ça finalement et pourquoi est-ce que c'était important. D'où le fait qu'on ait pris le sujet par l'usage. Et d'où le fait qu'on ait pu avoir cette question qu'on n'avait finalement pas eue de façon approfondie. Pas dans les aspects cognitifs, pas dans les aspects sociaux, pas dans les aspects de santé, y compris santé mentale, hein, puisque les problématiques de santé sont devenues aujourd'hui plutôt sur ce sujet dans le travail. On a dû réinventorier et aller chercher une ingénierie pour comprendre tout ça. Et cette ingénierie, on l'a trouvée dans tout ce qui touche à l'expérience utilisateur, tout ce qui touche au parcours utilisateur, tout ce qui touche à ces différents éléments-là. Donc on a eu une phase d'analyse à la sortie du Covid qui a été rendue possible parce qu'on ne pouvait pas en faire l'économie au motif de l'habitude. Alors, si je comprends bien, cette phase d'analyse, elle a conduit, à faire du bureau plus beau, mais elle a surtout conduit à quand même ce passage, enfin en tout cas cet engouement, cet intérêt assez incroyable qu'on a vu naître après le Covid pour les codes de l'hôtellerie. Alors pourquoi les codes de l'hôtellerie ? Pour une raison simple, on n'en avait pas de code finalement. Ce dont on s'est aperçu, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le bureau n'a pas très peu d'auto-prescription. Et donc, du coup, il n'y avait pas de code. Il a fallu trouver des codes. Où étaient les modèles ? Où était l'ingénierie de ces modèles ? C'est-à-dire qui permettaient de suivre les parcours, etc. Où étaient les gens qui avaient déjà une maturité ? Où étaient surtout les endroits où il y avait une prise en compte objective de la relation qu'il y a entre le service, l'espace et ce qui s'y passe, c'est-à-dire l'usage. Il y avait l'hôtellerie, absolument, et ça a été pour nous un modèle. Je me souviens d'avoir été voir la direction technique d'Accor à l'époque pour comprendre et prendre de l'avance. Vous aviez juste 30 ans d'avance sur ces questions-là par rapport à nous. Mais il y avait aussi l'hôpital, il y avait aussi tout le domaine de la santé, où la question se pose tout à fait. Le problème, c'est que l'hôpital ne fait pas rêver. Et puis le système de santé, il n'est pas forcément... Voilà, le bonheur au travail n'est pas immédiatement perceptible dans l'état des personnels de santé aujourd'hui. Donc ça n'a pas pris. Alors que la relation de soins était, elle, extrêmement constructive. Et le CARE avait une vraie raison d'être. Ceci dit, on avait dans l'hôtellerie les moyens de figurer, c'est-à-dire rendre lisible une relation, de l'outiller et de se donner l'ingénierie qui permettait d'aller chercher en profondeur dans les espaces, l'informatique et les modèles marchands qui vont avec, la possibilité de faire ça. D'où le fait que l'hôtellerie s'est tout de suite imposée comme une réponse efficace. Mathieu Lefranc, rendre visible une relation, inscrire dans l'espace cette relation dont on parle à l'instant Joël Larousse. Pareil, pour vous, ça obéit à cette même dynamique où il y a aussi parfois, on peut le dire, un calcul peut-être un peu plus direct qui est aussi, il faut séduire par l'image. Il faut séduire par l'image, donc il y a cette question de confiance. Je pense qu'effectivement, s'intéresser à ces bureaux, à la beauté de ces bureaux, c'est aussi donner une image. C'est une manière de communiquer à l'extérieur, aussi bien auprès de candidats potentiels que de clients, etc. Mais moi, je pense quand même que ces codes dont on parle, le comme à la maison, aussi bien que l'hôtellerie, je pense qu'ils ont une fonction, malgré tout, qu'il faut prendre en tant que tel, que l'espace de travail s'approprie, mais qu'on pourrait peut-être leur prêter une fonction, parce que ça fait totalement écho, finalement, à ces nouvelles formes d'implication dont je parlais tout à l'heure, qui sont l'autonomie, la responsabilisation, etc. Et quand on parle de comme à la maison, clairement, on dit vous êtes chez vous, vous travaillez comme vous voulez, vous êtes autonome, vous êtes responsable. Donc je pense qu'on peut potentiellement leur donner cette fonction-là. Et par ailleurs, le code de l'hôtellerie, je trouve aussi particulièrement intéressant parce que ça ne fait pas seulement appel à des codes visuels, mais aussi à des manières de se comporter, à des rapports à l'espace et à des rapports au travail, et notamment le rapport qui est un rapport de consommateur. Et ça pose quand même beaucoup de questions, parce que est-ce qu'un travailleur est un consommateur ? C'est pas une évidence du tout. Voilà. La réponse a été directe, non. En fait, juste pour rebondir sur le comme à la maison et dans l'hôtellerie, et pourquoi nous, chez Accor, on a 45 marques aussi. Oui. C'est qu'une marque, elle répond vraiment à un style de vie, un consommateur, à une communauté. Et moi, j'ai pas de barbe, j'ai pas de tatouage, et pourtant, j'adore aller chez Mama Shelter pour vivre cette expérience Mama Shelter de cette communauté. Alors, tous les gens qui
qui se sentent comme à la maison chez Mama Shelter, parce que ça a été pensé pour eux. Ils vivent tout le temps, ils vont tout le temps chez Mama Shelter. Ça devient, même si ils habitent à Paris, ils vont à l'hôtel, s'endormir à l'hôtel, mais ça devient leur camp de base. Puis ces autres qui ne se sentent pas comme à la maison, aiment le temps d'une journée, d'un week-end, de vacances, vivre aussi cette expérience. Donc le comme à la maison, et je reviens sur le bureau, c'est comment en fait on ressemble à ce qu'on aime. Et pour une entreprise, le beau, c'est pour moi un peu biaisé, c'est comment est-ce que je vais faire en sorte que mon entreprise réponde à... soit bien en phase avec les employés qui vont être motivés par toute l'ADN de mon entreprise. Et donc, si jamais mon entreprise a tel service, tel ADN, etc., il faut que son bureau lui ressemble. Parce que le beau, je prends cet exemple de temps en temps, c'est peut-être pas très sérieux, mais heureusement qu'on n'a pas tous la même notion du beau, sinon vous voudriez tous vous marier avec ma femme. Et je ne veux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a tous une notion différente de l'esthétisme et du beau, et c'est tant mieux. Mais pourvu que ça se soit lié à je vais attirer le bon collaborateur. Je ne vais pas faire ça beau pour dire ouais, c'est génial chez moi, etc. Ça me ressemble. Et donc je suis sûr que tu te sentiras bien ici, parce que si ça te ressemble aussi, alors on va faire une belle aventure collaborative et professionnelle ensemble. C'est comme ça aujourd'hui que lorsque les clients ou des concepteurs, des architectes viennent vous voir, c'est ce type de raisonnement que vous sentez derrière la façon dont sont exprimés les besoins? Alors, nous, il y a vraiment quelque chose où on récupère tous les codes de l'hôtellerie, c'est ce qu'on appelle la fluidité des parcours. Ça, c'est recherché vraiment par tout le monde, Ouais. et la signalétique accompagne ça, puisque quand on vient dans un hôtel, on veut aller au plus vite, soit déjeuner, dîner, ou soit trouver sa chambre. Et nous, au quotidien, on participe vraiment dans les bureaux à ce que chaque collaborateur qui cherche un lieu puisse s'y rendre facilement. Et ensuite, pour revenir sur la partie plutôt branding, identité, dans les codes de l'hôtellerie, aujourd'hui, chaque entreprise doit répondre à sa communauté, à ses collaborateurs, et aussi à sa propre identité et ses propres besoins de marque. C'est pas pour rien que l'hôtellerie a des hôtels 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, parce qu'ils doivent s'adapter à leurs clients, à leur image, à leur branding. Aujourd'hui, chaque entreprise, pour moi, doit le voir de façon sur mesure. Ça signifie que il y a des entreprises, même si demain elles faisaient le service 5 étoiles, ça ne correspondrait pas aux besoins de leurs collaborateurs, leurs visiteurs, et limite, pour certains, ça serait contre-productif, parce que ça serait disproportionné, par exemple. Et à l'inverse, une belle maison de luxe, et ainsi de suite, ne peut pas demain faire des bureaux 2 étoiles ou 3 étoiles, ça ne marcherait pas, parce qu'il y aurait une décorrélation entre sa propre image, ce qu'elle veut rejeter, et les attentes. Et je trouve très pertinent de faire le lien avec l'hôtellerie, c'est qu'aujourd'hui l'hôtellerie arrive parfaitement à faire ça, puisqu'ils ont réussi à catégoriser un certain nombre d'éléments qui permet à chaque visiteur, touriste, peu importe, de se rassurer peu importe où il va en se disant à minima j'aurai ce service-là. Et chacun doit correspondre aux attentes de sa population et de son environnement. Donc c'est ma pensée. Donc il y a vraiment quelque chose, c'est l'ergonomie et la fluidité des parcours. Et pour le reste, l'identité et le branding, je pense qu'il faut être en approche sur mesure totale. Joël Larousse, sur ce qui vient d'être dit, peut-être... Très, très vite, on voit bien que dans cette notion d'esthétique, il y a 2 aspects. D'un côté, il faut que ce soit singulier, puisque il y a une question de choix, et la marque employeur, elle est très précisément, elle va chercher une population. Donc il faut que ce soit à la fois singulier, mais pour que ce soit singulier, il faut qu'il y ait des standards pour pouvoir s'y référencer. Et c'est l'ensemble des deux qui détermine cette identité qui pourrait répondre à quelque chose. Alors évidemment, quand c'est trop standard, il y a échec. Quand c'est trop singulier, il y a échec. Je voudrais juste... Rilke avait dit au début du XXe siècle, il avait appelé ça la mélodie de l'arrière-plan. Alors je vais citer parce que ça vaut le coup d'être entendu. C'est pas un architecte, n'est-ce pas? Une fois qu'on a découvert la mélodie de l'arrière-plan, on n'est plus indécis dans ses mots ni obscur dans ses décisions. C'est une certitude tranquille, née de la simple conviction de faire partie d'une mélodie, donc de posséder de plein droit une place déterminée et d'avoir une tâche déterminée au sein d'un vaste œuvre où le plus infime vaut exactement le plus grand. Je rejoins la montagne de tout à l'heure. En une phrase, cette mélodie de l'arrière-plan étant cet espace qui nous est donné, nous permet
de nous mettre en relation avec le reste, et en ayant une place, c'est quand même bien un travail, une place, c'est quand même bien les conditions de la sécurité. Ni obscur dans ses décisions, ça veut dire aussi productivité. Donc pour agir bien, il faut cette mélodie de l'arrière-plan. Je suis désolé d'avoir apporté de la poésie dans cet ensemble, mais je trouve que... Et ça a un siècle bien tassé. Et ça a peut-être d'autant plus de sens que la sortie du Covid. Il a fallu sécuriser, il a fallu jouer ce qu'on appelle la réassurance aussi. Il a fallu aussi apporter du sens aussi, en plus dans un moment, parce qu'on ne l'a pas évoqué, on en a parlé, dans un moment où on basculait quand même dans des logiques de flex-office. Donc sans doute, ce qu'on prenait d'un côté, il fallait aussi être capable de le rendre de l'autre, avec cette nécessité de recréer quand même un espace sécurisant pour les habitants, les occupants des bureaux. Mathieu Lefranc, là aussi, c'est ce type d'enjeux qui sont discutés aujourd'hui lorsqu'on pense conception de bureau. Oui, ça en fait partie, alors quand même beaucoup moins que dans l'après, voilà, directement, mais ce que je trouve quand même très intéressant et de manière assez challengeant pour les concepteurs d'espaces de bureau, c'est quand même que moi je crois qu'après le Covid, en fait, on se retrouve presque dans la situation des années 80-90 au moment de l'émergence et de la généralisation de l'informatique, en fait, où on questionne totalement le sens et le rôle des bureaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'informatique arrive, pendant des décennies et des décennies, le bureau avait pour objectif d'organiser, de matérialiser la circulation de l'information. Avec la dématérialisation, on se dit, mais à quoi va servir le bureau si ça fait plus ça? Et donc après, bon, il y a tout ce qu'on s'est dit qui arrive en jeu. Mais j'ai l'impression qu'avec le Covid, on en est un petit peu là, quoi. On s'est rendu compte qu'il y a une grande partie des salariés du tertiaire qui peuvent travailler d'ailleurs qu'au bureau. Et la question se repose, c'est qu'est-ce qu'on fait du bureau? Quel est son sens? Et pourquoi on y vient? Et ça, les réponses sont pas d'une évidence limpide, quoi, je trouve. Donc il y a un vrai challenge. Là-dessus, si je peux rebondir, parce qu'on parle beaucoup du Covid, mais déjà le Covid n'a pas fait apparaître des nouvelles choses, il a accéléré des choses qu'on avait déjà identifiées. Et moi, le Covid, comme toute crise, il y a des crises comme le Covid, des crises, un nouveau compétiteur qui arrive, etc. C'est juste un accélérateur de tendances en fait qui existent déjà. Ensuite, sur la partie hygiène, je parle dans les bureaux et puis dans l'hôtellerie, on a toujours pris en compte cette partie sécurité, hygiène dans nos établissements et sur l'entretien, le nettoyage, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et tout ce qui est après Covid, ça a été des stigmates qui ont complètement disparu. Et moi, je me suis battu et je faisais des conférences là-dessus où je me battais contre les plexiglas, etc. Parce qu'en fait, la force du bureau, c'est d'être ensemble. Quand on dit dans le tertiaire, on peut bosser à la maison, oui, mais non, pas vraiment, parce que comment est-ce que je vais accueillir un jeune qui sort d'école, qui veut vivre sa carrière professionnelle, s'il n'est pas en contact des autres? Comment est-ce qu'il va évoluer? En fait, pourquoi la société progresse? La société progresse parce que le fait d'être tous les quatre autour de la table, après cet entretien qu'on aura passé ensemble, on va être tous enrichis. Et ce qui va nous permettre de passer à l'étape supérieure. Et donc, le rôle du bureau, c'est de continuer à rassembler pour faire en sorte que le futur soit toujours en mouvement et en évolution. Alors, on va passer dans un instant aux questions. Alors, j'avais un point que je voulais quand même soulever avec vous. Malheureusement, on aura peu de temps pour le développer, mais il y a un intérêt, on l'a dit, pour les codes de l'hôtellerie, mais c'est plus que les codes. Il y a un intérêt aussi pour la méthodologie développée par le monde hôtelier pour concevoir des espaces, les adresser, les designer. Je me doute qu'accord, vous n'allez pas nous révéler les recettes et que c'est le fruit d'un long travail, mais enfin aujourd'hui, est-ce qu'il y a, et je vais vous demander de répondre rapidement, est-ce qu'il y a vraiment du sens à ce qu'il y ait une convergence, au moins sur le plan méthodologique, dans la conception des espaces entre l'environnement de travail, la filière de l'environnement de travail et la filière hôtelière? Une réaction tous, et rapide, désolé, même si la question pourrait nous amener à bien d'autres développements.
Allez, vous aviez la parole. Parce que la recette, elle est assez simple. C'est de répondre à une problématique et à un besoin, et pour ça, d'utiliser un outil qui s'appelle le design, qui est un outil créatif, en fait, et qui permet de répondre à ça. Les bureaux, avant, ils étaient plutôt conçus par le constructeur, parfois par le patron, et aujourd'hui, le bureau, vous prenez des architectes d'intérieur et vous répondez à une problématique. Donc, in fine, quand on dit que les bureaux copient l'hôtellerie, c'est pas vrai, mais ils prennent en fait la même méthodologie en fait, pour arriver à répondre à une contrainte. C'est très optimiste. Joël, rapidement, Joël, sur le sujet. L'intérêt de la méthodologie de l'hôtel, c'est qu'ils ont travaillé pendant 30 ans sur des bibles, c'est-à-dire qu'ils savent mettre en place un système informatique dans un parcours lié aux définitions d'un espace, lié à des règles de sécurité, lié à des usages. Ils ont construit chez l'utilisateur de l'hôtel une certaine façon d'utiliser les locaux, et ça c'est aussi important que l'ingénierie elle-même, et ils savent articuler tous les aspects de la production, des services, et de l'immeuble autour de ces éléments-là. Et ça, c'est ce que nous n'avons pas fait parce que nous n'avons pas investi. Pourquoi nous n'avons pas investi ? Les services ont été développés du côté du FM d'un côté, l'immobilier s'est développé de l'autre, les utilisateurs n'avaient plus de maîtrise d'ouvrage puisqu'ils faisaient appel à des intermédiaires. Donc, personne n'a investi dans ce savoir qui permet d'arriver à outiller la relation des services et de l'immeuble à l'usage, de façon à pouvoir en faire un capital qu'ensuite on travaille. Et donc là, nous avons énormément à apprendre de l'hôtellerie en termes de travail, de courage, d'investissement, de méthode et de travail collectif pour y arriver. Maintenant, les méthodes, effectivement, ce sont les mêmes à la base. Mais le temps à y passer pour que ce soit productif, là, on a des choses à apprendre. Marvin Douar, il y a un bureau d'études intégré chez 3DS Group, donc, et vous ne faites pas que du bureau, vous faites aussi du travail, on l'a dit, dans l'hôtellerie, dans le monde des transports. Cette convergence méthodologique sur la façon dont on conçoit, plus que la cynique, la communication visuelle, j'imagine que ça vous parle, c'est quelque chose qui est déjà une réalité chez vous. Bien sûr. Notre bureau d'études au quotidien épaule nos clients finaux, nos intermédiaires et partenaires comme des aménageurs d'espace sur le fait d'accompagner en phase amont pour se dire, OK, on va mettre en œuvre un certain nombre de choses, un certain nombre de lieux, d'espaces. Comment on coordonne pour que tout le monde puisse collaborer dans l'ensemble ? Et c'est d'ailleurs ce qu'a très bien fait le monde hôtelier, c'est que tous les services discutent entre eux, se parlent et ça se coordonne. Et tu l'as dit juste avant, aujourd'hui, pour qu'un système fonctionne, il faut que tout soit en phase pour que ça marche. Et par voie de conséquence, nous on aide ce principe-là pour que dans les flux, ça se passe bien. Je donne un exemple d'un hôtel. On ne déplace pas des palettes, etc. au milieu des couloirs d'un hôtel. Le flux a été créé pour que ça soit, on va dire, caché et que ça dérange le moins possible. Nous, notre métier, c'est un petit peu de faire pareil, c'est de prendre les bons flux et de les mettre au bon endroit pour que chacun puisse y trouver son compte et que ça soit le plus facile possible. Bon, Accor a bien fait de venir, parce que franchement, le monde hôtelier a de beaux jours encore devant lui pour inspirer l'univers des bureaux. Rapidement sur ce sujet, est-ce que ça vous semble aussi une voie d'avenir ? Du point de vue du concepteur, cette convergence méthodologique, on ne l'a pas dit, mais qui repose aussi quand même beaucoup sur cette notion d'expérience, d'expérience utilisateur, appréhendée du point de vue de la méthodologie. Moi, ça me pose surtout des questions du point de vue de l'usage, en fait. Comme je disais tout à l'heure, il y a un rapport avec l'idée de consommateur d'espace, qui n'est pas un gros mot, voilà. Mais ça pose surtout des questions par rapport à l'usage, parce que l'espace de travail, ce n'est pas un espace comme les autres. C'est pour une activité quand même bien spécifique qui est le travail. Et pour reprendre Fischer parle d'un ancrage en fait dans l'espace de travail. Or, cette question, cet aspect hôtelier, consommateur d'espace, etc., ça parle à l'inverse d'un désancrage. Donc, voilà, moi, ça me pose, en tant que concepteur et d'accompagnateur, ça me pose beaucoup de questions sur les usages. Donc c'est bien la preuve que c'est un sujet de débat. On va tout de suite prendre les questions. Manon Touchard. Le concept de coolitude importé en France par Google en 2011 a-t-il chamboulé la vision de l'aménagement et du travail ? Oui, parce que donc je réponds, c'est direct. Oui, parce qu'ils ont en fait installé tout de suite une image lisible, réussie, désirable
Et donc, et ça a drainé derrière un élément important. Après, c'est le problème, la question de l'Instagrammable. Hein. Si l'Instagram sert à cacher une absence d'intégration du travail dans l'espace, une absence de méthodologie dans la conception du service, etc., eh bien, Google aurait mieux fait de s'abstenir. Mais ceci dit, oui, ça a complètement modifié ça a créé une image qui est devenue une image de référence et qui a drainé vers elle une façon. Il faut savoir que ça emmenait aussi une idée du travail qui était l'idée du travail de la modernité. Et qui permettait de soutenir également les évolutions de management qu'elle est avec. Donc ça collait bien. Oui. Marvin Boire, on vous a demandé aussi d'un seul coup de reprendre ces codes-là, où il y a eu des demandes qui sont allées dans ce sens-là, peut-être, ça n'a pas duré très longtemps. C'est peut-être pas le mot coolitude, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que on a mis en avant un certain nombre de choses et on l'a figé dans le temps. C'est-à-dire qu'on a dit, regardez, c'est beau, c'est propre, ainsi de suite. Et ça permet aussi de fixer une base, c'est qu'au moment où on le communique, derrière, ça a intérêt de se faire réellement. C'est-à-dire que ça ne peut pas être juste une image. Et c'est pour ça que quand on parlait du mot Instagrammable, le problème du mot Instagrammable, c'est que c'est une image qui est figée, sur laquelle on ne voit pas ce qui se cache derrière. Alors que dans le monde des bureaux, une fois que c'est dit, c'est communiqué, il faut que derrière ça suive parce qu'il y a des collaborateurs qui pourraient se plaindre, venir faire un petit peu l'enquête et ainsi de suite. Donc, c'est pas que le mot cool, c'est juste le fait de mettre en avant ce qui se fait et de se dire, derrière, on assume. Et je pense que ça, c'est important. Une autre question. Quelles conséquences les questionnements RSE qui émergent depuis plusieurs années ont-ils eu à la fois sur les réflexions spatiales, mais aussi sur le design ? L'engagement sociétal des entreprises, aujourd'hui, ça doit se traduire à un moment matériellement dans les espaces. C'est un élément... Ça se traduit très fortement. Et ça se traduit très fortement dans la transformation. Il y a 25 ans, il y avait une poubelle par bureau, etc. etc. On a établi un lien entre les utilisateurs, les usages et l'espace de travail extrêmement fort. Et ça a été un domaine qui nous a permis de travailler. Alors, avec des sujets emblématiques, contestables ou pas, des abeilles sur le toit, mais dans le fond, ça a surtout, de mon point de vue, permis que la relation entre l'espace, l'usage et le salarié au travail soit travaillée, mise sur la table, discutée, engagée. Et donc, ça a donné, outre les éléments d'impact très clair sur l'empreinte énergétique, sur le carbone ou sur la façon de s'adresser aux services et l'empreinte sociale que peuvent avoir les services, ça a eu un grand intérêt, ça a été celui de mobiliser les acteurs dans une relation à leur espace de travail et leur environnement. Et ça a été important. Damien Perrault, sur le sujet de l'impact de la RSE sur les espaces et la réflexion spatiale. L'impact, il est très fort parce qu'en fait, c'est vraiment un point de départ. Aujourd'hui, le ESG, c'est pas une contrainte. En fait, c'est vraiment un élément constructif et qui accompagne aussi la performance. Sur les coûts de l'énergie, par exemple, c'est pas indéniable. Moi, j'aime bien lier souvent l'énergie à la performance. Et puis, dans le ESG, il y a le S. Et donc, quand on parle de bureau, on travaille énormément sur le bien-être de nos collaborateurs. Donc, cette partie-là est aussi importante. Quand on va concevoir l'espace, on va réfléchir à l'ergonomie pour que la personne qui va entretenir ces espaces ait pas mal au dos, puisse accéder facilement aux espaces, etc. Donc, c'est tout un 360 sur toute la problématique consommation d'énergie, matériaux, toute la problématique ergonomique, humaine, pour qu'en fait, ce soit pas quelque chose de gimmick, du greenwashing et un effet de communication, mais que ce soit vraiment au service de la performance du travail et de l'outil productif. Une dernière question, je crois. La mise en place du flex office est-il perçu par l'employé comme une perte de motivation de par la perte de son territoire ou au contraire un renforcement de son identité, notamment par du microzoning spécifique proche de son espace de travail ? Bon, question bien spécifique. Alors, Mathieu Lefranc, désolé. Il en faut un. Il en faut un. Allez, j'y vais. Est-ce que vous pouvez me rappeler juste le...
Si j'ai bien compris, est-ce que c'est plutôt vu comme une forme de dépossession territoriale ou est-ce qu'au Ouais. contraire, ça va permettre la reterritorialisation grâce au microzoning Ouais. mis en place parallèlement à la flexibilisation du poste de travail individuel? C'est difficile d'avoir une réponse généraliste parce Oui. qu'il y a évidemment vous avez des profils à qui ça correspond très très bien, notamment des profils de cadres dynamiques qui sont effectivement très mobiles et qui voilà, se satisfont parfaitement d'espaces comme ça où tout leur travail finalement tient dans leur ordinateur portable. Donc ça c'est vrai pour probablement une grande partie, j'ai pas de chiffres là-dessus, mais voilà, pour une partie des salariés. Maintenant, ça questionne aussi pour une autre partie des salariés dont le travail, c'est quand même encore du travail très sédentaire Sédentaire. et qui voilà, passe quand même beaucoup de temps sur un poste de travail fixe à saisir de la donnée. Enfin, ça existe encore beaucoup quand même Je dans vais ces grandes entreprises. juste revenir aussi sur quelque chose qui change très fort, et en tout cas dans l'hôtellerie, ça a beaucoup impacté la manière dont on conçoit les espaces. Avant, on concevait les espaces par fonction. Et donc, on disait, là, tu vas manger, là, tu vas travailler. On appelait ça le business corner, quand même. Ouais. Là, il y a le restaurant, là, il y a l'accueil, il y a la réception, etc., etc. Et en fait, on avait vraiment un usage spécifique à un espace. Aujourd'hui, on construit des atmosphères. Et si après une journée de meeting, derrière une table, etc., j'ai encore besoin d'envoyer des mails et je suis puni au business corner face à un mur, le travail n'est pas une punition. Et donc, en fait, je vais choisir un espace qui va mieux correspondre à mon état d'esprit à ce moment-là. Et donc, je vais faire mes mails, peut-être au bar, parce que j'ai envie de rencontrer aussi d'autres gens, être dans une atmosphère, ou alors je suis fatigué, je vais me mettre dans un lounge. Et donc, comment je vais pouvoir concevoir les espaces pour répondre à un besoin à un moment donné, et pas uniquement lié à la fonction primaire. Et ça change beaucoup aussi dans les bureaux. Si jamais j'ai un collaborateur, entretien annuel par exemple, est-ce que j'ai envie de le faire face à face derrière un bureau, alors que c'est un moment privilégié où justement il ne faudrait pas qu'on ait cette barrière entre nous, et donc on va être plutôt dans un salon ou au restaurant pour avoir cet échange. Ça fait partie du travail. Et donc ça, c'est très important de créer des atmosphères et des espaces qui nous permettent à un moment donné de se sentir bien et d'être meilleur. Joël Larousse sur ce qui vient d'être dit. Tout ce qui est dit juste, j'adhère. La question importante, c'est la question, comme c'était le cas pour les open space, c'est est-ce que le travail est réussi ou pas? Est-ce que l'aménagement a été fait sérieusement, de façon approfondie? Est-ce qu'on est vraiment rentré dans les usages? Est-ce qu'on est vraiment rentré dans les parcours? Est-ce qu'en effet, on a bien permis aux espaces d'installer ce dont on peut avoir besoin, une variété de réponses, etc., adaptées à tous, ceux qui voient pas, ceux qui entendent pas, etc., parce qu'il y a aussi tout ça dont il faut tenir compte dans les situations de travail. Et là, si le travail a été fait correctement, à l'évidence. En revanche, si le travail a été fait trop vite, si la réponse a été j'ai une solution, je l'applique avant de connaître le problème, si on va chercher une méthode pour s'éviter de s'en servir, là, ou pour semblant de s'en servir, là, oui, il y a une dépossession, parce que clairement, la réponse n'est pas présente au rendez-vous. Et juste pour compléter, une fois que toutes ces phases-là sont faites et bien faites, surtout, il faut accompagner les collaborateurs et communiquer. Souvent, c'est une phase qu'on oublie complètement. Bah oui, tout a été réfléchi, c'est bon, c'est ça qui marche. Oui, mais le collaborateur, lui, il n'est pas prêt. Et donc, c'est notre capacité à les accompagner et à faire en sorte que cette communication qui soit faite sur ce nouvel aménagement soit bonne. Alors, on a démarré avec quelques minutes de retard. Du coup, j'en profite jusqu'au moment où on va me rappeler à l'ordre. Donc, je crois qu'il y a une question supplémentaire. L'effet waouh dessert-il ou sert-il l'expérience collaborateur? Allez, je vais vous demander à tous une Courte réponse. Une courte réponse, évidemment. C'est le leitmotiv de la fin d'émission. Je peux y aller. Ouais. Pour moi, l'effet waouh, il est top, à condition que derrière, ça soit en corrélation avec ce qui se passe vraiment. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il y a un effet waouh, et que derrière l'effet waouh, on se dit, effectivement, ça marche, ça fonctionne, on m'apporte ce qu'on m'a proposé, et ainsi de suite, c'est top. Comme quand on arrive dans un magasin qui est absolument splendide, magnifique, etc. On nous vend un produit, on l'a payé hyper cher, on rentre chez soi, il marche pas. Puis en fait, ça marche chez personne. Bah, c'est la dégringolade. Et en fait, on est monté tellement haut dans le côté waouh que quand on redescend vraiment fort.
Et parfois, il faut juste être en adéquation avec ce qui se passe vraiment dans son entreprise et proposer quelque chose d'assez juste. Voilà. C'est l'effet waouh, c'est simplement d'avoir, alors que je suis dans mes locaux, la même chose que l'image qu'il y a derrière moi dans une réunion à distance, parce que c'est une belle image qui donne l'impression de... Mais finalement, il n'y a même pas de locaux derrière. Donc elle est totalement mensongère sur ma réalité de travail et sur ce que je fais au travail. L'effet waouh est absolument une escroquerie. En revanche, si en situation de travail, de façon souvent beaucoup plus humble, beaucoup plus pratique, beaucoup plus dans la convivialité, dans la réalité, cet effet waouh existe et qu'il est produit par ça, oui, bien sûr, c'est le signe d'un succès et c'est la capacité à entraîner avec soi, à être ensemble. J'adhère totalement. Je dirais peut-être pour en résumer que l'effet waouh ne peut pas desservir s'il sert le travail. Voilà, pour être bref. Damien Perrault. L'effet waouh, à partir du moment où les standards et les basiques sont respectés, il est indispensable. Mais Paulin, qui est un designer qui est assez connu, qui a beaucoup de succès, il disait d'abord, quand je dessine un fauteuil, je fais en sorte qu'il soit confortable. Et après, s'il est beau, c'est mieux. Et donc, c'est l'effet waouh, oui, c'est bien. Mais déjà, il faut que les basiques soient là et qu'on y réponde bien. Et puis, pour terminer, définitivement, le salaire n'est pas ce qui va permettre de recruter un collaborateur uniquement. Et donc, l'importance du lieu de travail est clé. Et c'est ce que Google a compris. Quand elle voulait attirer les meilleurs talents, elle a travaillé sur ces espaces de travail. Et donc, c'est primordial d'intégrer ça dans la réflexion, parce que c'est un investissement nécessaire pour avoir les meilleurs talents dans son entreprise. Alors ça, c'est un discours qui fera plaisir forcément aux directions et aux directeurs responsables de l'environnement de travail. En tout cas, cette question était conclusive puisqu'elle nous a permis de reboucler sur un petit peu la question, le point de départ de cette émission. Merci à vous quatre pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. On arrive donc au terme de cette première discussion. Alors sachez que le replay sera disponible d'ici 24 heures. Vous pourrez également retrouver le compte-rendu de ces échanges dans notre numéro de mai de Workplace Magazine. En attendant, je vous invite à suivre la page Studio W sur le site de Workplace Magazine et notamment de suivre la série de podcasts que nous allons toujours consacrer à cette question de l'esthétique dans les espaces de travail. Un grand merci encore une fois à vous quatre et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Merci.